Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Et ce soir, donc, on a un nouveau thème, c'est sur les addictions, les addictions et la pleine conscience. Et pour parler de ce sujet bien spécifique, eh bien, j'ai l'honneur de vous recevoir le docteur Jasmine Liénard. Et Jasmine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Alors, avant de commencer la conférence, je vais donc te présenter à nos auditrices et auditeurs. Alors, Yasmine, tu es psychothérapeute cognitivo-comportementaliste, médecin et psychiatre, et enseignante de méditation de pleine conscience et addictologue. Alors, tu es également enseignante de méditation de pleine conscience depuis plus de 15 ans et auteure et conférencière autour de nouvelles approches de soins basées sur le lien corps, esprit et les émotions. Et d'ailleurs, tu dis le mal-être ne se guérit pas avec la tête, mais avec le corps. Et enfin, par ailleurs, tu es aussi fondatrice de l'organisme de formation Esprit Clair qui organise des événements autour de la méditation en France et en Belgique. Alors Yasmine, j'aurais une première question tout d'abord. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux addictions? Eh bien, en fait, j'étais, interne en psychiatrie, à Lille et j'ai, pris un poste, à ce moment-là au cours de dans mon cursus, en addictologie et j'ai vraiment, c'était les tout débuts, de cette discipline l'addictologie et j'ai eu un professeur qui s'appelait professeur Parquet, qui vraiment était passionnant, qui était un des premiers à communiquer, à enseigner sur, cette discipline toute neuve et donc j'ai eu la chance d'être vraiment, au milieu de cet essor de cette discipline et de découvrir quelque chose de très vivant qui alliait à la fois, les des prises en charge psychologiques des personnes, mais aussi des connaissances sur le cerveau, la biologie et donc vraiment dans voilà, quand j'ai travaillé dans les services d'addictologie, j'ai, aimé cette approche globale de la personne. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait, des anomalies au niveau du cerveau quand il y a des addictions, mais on peut pas simplement traiter avec des médicaments. Il y a aussi des compréhensions sur, l'environnement, les origines, de la personne, par exemple son enfance, le stress, l'environnement social et puis les émotions, et puis le corps était important et donc voilà, j'ai aimé cette approche à la fois moderne, dynamique et aussi, finalement assez optimiste de la psychiatrie où il y avait vraiment des nouvelles choses qui commençaient à pointer et donc c'est ce qui m'a, orientée vers, voilà, vers cette, spécialisation et on travaillait vraiment en équipe avec les infirmières, les psychologues, les médecins. Voilà, ça m'a plu pour ça et puis après, bah, j'ai travaillé dans un service, qui traitait les troubles du comportement alimentaire et là aussi, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de recherches et beaucoup de choses à mettre en place et voilà, donc c'est devenu un petit peu une de mes spécialités, voilà. Alors, tu es spécialiste des addictions, mais également de la pleine conscience. Alors, on va bien sûr détailler encore d'autres choses sur l'addiction, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la pleine conscience? Alors, la pleine conscience, c'est un terme, qui est issu d'un terme bouddhiste, qui, un certain état de conscience qu'on cultive. Mais quand on dit maintenant pleine conscience, c'est devenu un terme qui désigne, des aspects de la méditation ou des entraînements qui sont laïques, hein. On n'est plus dans, quelque chose de bouddhiste. C'est pour ça on dit, on fait de la méditation de pleine conscience, ça veut dire qu'on fait une forme de méditation plutôt thérapeutique et plutôt et laïque et qui a aucun rapport avec la religion bouddhiste. Mais le terme est issu de la tradition et des enseignements de la méditation du Bouddha originellement. Donc aujourd'hui, quand on parle de méditation de pleine conscience, ou de pleine conscience, c'est on s'entraîne à être dans un certain état de conscience qui est en fait une forme d'attention au moment présent, qui va être sans jugement
et dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner à accepter tout ce qui est là, sans le juger. Et quand on dit jugement, ça veut dire sans forcément nommer, mais en étant plus dans une présence sensorielle. Hein. Par exemple, là, dans le moment présent, je peux me dire des choses sur ce qui se passe entre moi, toi, Emmanuel, ou ce qui est en train de se passer avec les auditeurs. Je peux me raconter des choses sur l'événement. Mais si je vis ce moment en pleine conscience, eh ben, je vais plutôt m'intéresser à ce que je vois en termes de forme visuelle, ce que j'entends, les sons, ce que je touche avec mes mains là maintenant. Donc voilà, donc c'est une forme d'attention très particulière du moment présent où on est moins dans le mental et plus dans le ressenti. Alors pour refaire le lien justement avec, les addictions, en quoi cela peut aider les dans les addictions? Dans les grandes lignes en tout cas, je ne sais pas si on Oui, peut dans les rentrer dans grandes les lignes, détails. effectivement, il y a plusieurs niveaux. Bon, il suffit pas de rentrer dans un monastère et de méditer pour voilà, s'asseoir en méditation pour ne plus avoir d'addiction. Hein, c'est pas une espèce de truc miracle. Il faut comprendre que derrière la pleine conscience et cet entraînement, en fait, on modifie notre rapport à l'instant présent, mais on modifie notre rapport à nos propres émotions et à nos propres tendances mentales. C'est-à-dire que la méditation de pleine conscience va diminuer, par exemple, l'impulsivité. Hein. Tout ce que je vous dis là, ça a été montré évidemment par des études scientifiques qui ont pu valider ça. C'est-à-dire que je vais m'entraîner, quand je vais m'entraîner dans le moment présent, je vais m'entraîner surtout à ramener mon attention, par exemple, sur la respiration ou sur des sons ou etc. Et donc, si des pensées arrivent, je vais décrocher de mes pensées et revenir. Attention, parce que on pense que méditer, c'est pas avoir de pensées, c'est pas ça du tout. Mais c'est s'entraîner à ne pas les suivre, en tout cas. Et cet entraînement qu'on fait parfois pendant plusieurs minutes, voire 20 minutes ou 30 minutes, voire plus, hein, il y a des méditations parfois plus longues, mais pas dans le cadre de ce qu'on fera ensemble. Mais le fait de s'entraîner va faire que j'aurai moins tendance à suivre mes impulsions mentales. Et on ne se rend pas compte à quel point beaucoup de nos actions, nos comportements sont liés à des pensées. Et dans les addictions, une des dimensions, l'impulsivité est très importante. Et donc il y a par exemple, une situation va me stresser et je vais fumer une cigarette et j'aurais même pas vu qu'il y a tout un tas de choses qui vont m'arriver entre l'événement et fumer la cigarette, dont certaines pensées, par exemple négatives sur moi-même ou des pensées pessimistes qui vont augmenter mon stress et conduire plus à consommer. Donc, cet entraînement-là va faire que les pensées vont prendre moins de pouvoir. Après, un des autres aspects, pourquoi la pleine conscience peut nous aider dans les addictions, c'est développer plus de bienveillance envers soi-même, une meilleure estime de soi, parce que quand on s'entraîne au non-jugement, on s'entraîne aussi à moins se juger soi-même. Et donc on va voir, progressivement quand on médite, et quand on pratique la pleine conscience, qu'on commence à être moins jugeant en général, avec les autres, avec la vie, avec les objets autour de soi, hein, aussi. On va moins nommer, moins étiqueter, moins dire: ça j'aime pas», et on va moins se juger soi-même. Et ça, c'est très important parce qu'un des facteurs qui entretient, les conduites addictives, c'est souvent la culpabilité, la honte et la mauvaise estime de soi. Après, il y a des effets, qui sont en lien avec les émotions. On a montré que la pleine conscience avait un effet sur la régulation des émotions. C'est-à-dire que quand on vit une émotion négative, elle va moins nous faire disjoncter, et nous faire réagir, que, quand on médite pas. Donc on va être de plus en plus, bah, «sage», hein, entre guillemets, posé, plus calme face aux événements de la vie, et donc être moins réactif et avoir des émotions, qui vont être moins intenses, moins extrêmes. Par exemple, quand on est en colère, moins extrêmement en colère, ou quand on est heureux aussi, peut-être dans
dimension moins extrême et on va, être un tout petit peu plus stable au niveau des émotions et de l'humeur et ça joue évidemment sur les conduites addictives parce qu'on sait que les consommations de produits, on va parler aussi d'addiction sans produits, par exemple addiction aux jeux, au téléphone portable et ou à la nourriture. Tout ça, est quand même lié aux émotions, hein. Ça vient réguler nos émotions, nos addictions, hein. C'est des stratégies qu'on a trouvées, qui sont pas toujours très efficaces, mais qui vont nous aider à faire face à l'angoisse, à la sensation de vide, à la déprime, qui peut nous tomber dessus et cetera. Donc ça a un effet aussi là-dessus. Après, la pleine conscience, a un effet, aussi, va jouer sur le cerveau directement. On sait que la pratique de méditation de pleine conscience a un effet sur les ondes cérébrales et ça se montre, hein, même à l'EEG, hein. On a tous, en tête des photos, des moines, bouddhistes, auxquels on a mis des électrodes, des grands méditants en tout cas auxquels on a mis des électrodes et on voit qu'à l'EEG, à l'électroencéphalogramme, les ondes cérébrales sont modifiées par, les pratiques méditatives et donc il y a, probablement, hein, il y a quelques études que j'ai pu trouver sur ce sujet, probablement il peut y avoir un effet direct de la méditation sur le cerveau. Or, on verra, hein, on en reparlera, le cerveau, est modifié, dans les addictions, hein, à la consommation et cetera, peut modifier la structure et aussi les échanges, des neurotransmetteurs au niveau de notre cerveau et donc il peut y avoir un effet, direct de voilà, de régulation, des neurones, avec, la pleine conscience. Ensuite, il y a encore plein d'autres effets qui peuvent être propres à chacun. Le fait de se discipliner à avoir une petite pratique quotidienne, va diminuer, l'impulsivité et aussi notre, intolérance à la frustration. Méditer, c'est s'entraîner à tolérer l'inconfort, hein, c'est pas se mettre dans une bulle de bien-être, hein, c'est pas comme ça que je l'enseigne. C'est au contraire un art martial, un art un peu guerrier, la méditation et donc on apprend à rester zen en toutes circonstances, mais progressivement et en fait, très souvent, nos conduites addictives ont un rapport avec le plaisir, plaisir des plaisirs et à l'intolérance à la frustration. Donc plus on est capable de tolérer de la douleur, de l'angoisse, des douleurs physiques, plus on va être capable de différer une consommation et d'être moins donc addict et moins compulsif dans ces comportements là. Donc évidemment, la pleine conscience toute seule ne guérit pas et on s'en sort pas, on peut pas prétendre qu'il suffit de méditer et puis on guérit de ses addictions de façon comme ça définitive, radicale et automatique pour tout le monde. Mais c'est un très, très bon accompagnement, et vraiment très prometteur et d'ailleurs, il existe des groupes de pleine conscience, des protocoles qui ont été faits, par exemple pour l'alcool, un protocole qui s'appelle, le protocole de Marlatt, le MBRP en anglais, je vous en parlerai, plus tard, voilà. Alors aujourd'hui, comment justement tu disais que c'était pas la solution, unique en tout cas. Comment traite-t-on aujourd'hui les addictions? Bah, aujourd'hui, bon après ça dépend de quel type d'addiction et quel degré de sévérité, donc il y a vraiment tout un panel de choses proposées, et puis, certaines choses marchent pour certains et d'autres, pour d'autres non. On le sait par exemple avec l'alcool, bon aujourd'hui, par exemple, la prise en charge de l'alcool, ce sont, parfois des hospitalisations pour faire une cure de sevrage d'alcool, mais parfois ça se fait chez soi, quand il y a vraiment une dépendance importante, hein, par contre, s'il y a pas une dépendance physique et une consommation trop importante, on peut être suivi en consultation sans forcément passer par une hospitalisation et si on alors le sevrage lui-même, quand on veut arrêter, par exemple, l'alcool, il faut un traitement, médicamenteux pour remplacer parce qu'au niveau du corps, s'il y a plus l'alcool, bah, le corps, a des symptômes de manque, physiques qui peuvent être même, très dangereux quand il y a voilà, une consommation importante et ben, il faut complémenter avec des benzodiazépines et puis des vitamines, de l'hydratation. Donc ça, c'est la cure, par exemple. Alors que quelqu'un qui aurait pas une dépendance physique et qui serait suivi en consultation, il y a des traitements qui aident à moins avoir envie d'alcool. Soit ils vont avoir un effet,
de toxiques désagréables quand on boit de l'alcool, donc pour diminuer l'envie. Enfin, en tout cas, on n'a plus envie d'en prendre, ça va être répulsif. Soit il y a des médicaments qui diminuent la compulsion, le craving, qui vont agir directement sur les récepteurs qui, au niveau du cerveau, et diminuer cette envie d'alcool. Des fois, il y a des médicaments qui régulent un petit peu à plus long terme les envies. Et puis, donc ça, c'est les aspects médicaments. Mais il y a aussi, il y a dans les médicaments, il y a aussi un traitement qui est, dont on a parlé beaucoup, qui était censé être le médicament miracle, mais qu'on prescrivait à des doses, majeures, et maintenant qu'on prescrit à doses moins importantes. Mais, il faut savoir que, il y a des personnes qui, malgré des traitements médicamenteux, bah, ça suffit pas, ils n'arrivent pas à arrêter l'alcool. Voilà, il y a pas de traitement unique miracle qui marcherait sur tout le monde, et donc il y a aussi la prise en charge en psychothérapie qui est importante, et donc l'accompagnement, et on parle beaucoup des thérapies cognitives et comportementales, et c'est là-dessus que je base, mon travail. C'est-à-dire qu'on va désapprendre un peu les automatismes, au niveau de nos pensées, de nos émotions, nos sensations corporelles. On va, modifier nos comportements, nos apprentissages, parce que les addictions, c'est des apprentissages, c'est des automatismes appris, des rituels, et dont on n'arrive plus à se séparer, et parfois, ben, un élément va déclencher l'envie, par exemple de boire de l'alcool, quelque chose comme, je sais pas, une fête, ou un buffet, chez une personne qui a un problème d'alcool va déclencher tout de suite l'envie. Eh bien, dans les thérapies cognitives et comportementales, on va, couper ce lien entre le déclencheur et le comportement «je bois de l'alcool», vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on propose. Après, il y a tout un tas d'autres, outils, qui sont utilisés dans les addictions. Il y en a qui vont dire: «Bah, je suis parti, j'ai fait du cheval et ça m'a aidé à me sortir, de mes problèmes d'addiction». Il y en a d'autres, c'est le sport. Il y en a d'autres, ça va être l'art, par exemple. Mais voilà, mais de façon assez classique, il y a, les médicaments, la prise en charge psychothérapique, et la prise en charge aussi de la personne globalement au niveau social. Par exemple, s'il y a des problèmes, sociaux, des problèmes environnementaux, des problèmes familiaux, tout ce qui peut générer du stress va être aussi important, et voilà. Donc et dans les psychothérapies aujourd'hui, ben, il y a une place importante faite à la méditation, et au corps, dans le traitement. C'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer. Là, je vous ai parlé d'alcool. Après, dans d'autres addictions, bah, chaque addiction a son panel de soins. Par exemple, pour le cannabis, à un moment donné, on prescrivait, un antihistaminique, un traitement qui calme, qui est, très relaxant pour remplacer. Par exemple, pour les, addictions, à l'héroïne ou, à des drogues dures, il y a des traitements de substitution qui vont venir au niveau du cerveau remplacer, la drogue elle-même, pour pouvoir petit à petit, diminuer petit à petit ce traitement de substitution, ou en tout cas vivre mieux, avoir moins besoin de s'injecter, et cetera. Et puis, pour la cigarette, bah, il y a plusieurs options. On sait qu'il y a les patchs, après il y a la cigarette électronique, après il y a, heu, la psychothérapie, évidemment. Voilà, donc la méditation et la pleine conscience et les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui en thérapie cognitive sont vraiment, font faire partie du panel maintenant, associé aux prises en charge classiques et médicamenteuses des addictions. Alors tu as parlé tout à l'heure du craving. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors craving, c'est un nom anglais qui veut dire to crave for, c'est avoir très envie de quelque chose d'une façon impérieuse, compulsive. Donc on parlera en français, on va le traduire par envie impérieuse, mais c'est vrai que ce terme, on l'utilise, beaucoup dans le champ de l'addictologie. Le craving, vraiment, c'est cette envie, immédiate et hyper intense à laquelle on ne peut pas résister, par exemple de boire de l'alcool ou de manger, en grande quantité, de vider le frigo. Vous voyez? Des moments où on est, comme hors de soi, hors de contrôle, en fait. C'est une perte de contrôle, hein. Le craving, c'est vraiment cet état particulier de perte de contrôle qui fait que même si, dans un état de calme, et antérieurement, quelques heures avant, on était bien et on se disait vraiment: «J'aimerais bien arrêter de fumer» ou «J'aimerais bien arrêter d'aller, sur des sites internet», et cetera. À un moment donné, la pulsion est là, l'envie impérieuse est tellement forte qu'on peut plus se raisonner, et on a beau se dire que c'est pas bien, qu'il faudrait pas, on peut pas céder à la pulsion. Mmh.
Alors comment, expliques-tu qu'on puisse, devenir addict, par exemple, à des jeux également, à de la nourriture? En fait, comment on devient addict? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a tout petit ou est-ce que c'est quelque chose qui est déclenché par un événement? Ou pas Alors, forcément? oui, il y a plusieurs facteurs, hein. On parle, dans les addictions et de modèles biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le terrain biologique, hein, notre génome, notre génétique va être parfois prédisposante à devenir addict, hein. Il y a des familles, de personnes alcooliques, il y a des, voilà, des terrains génétiques. On a montré, par exemple pour, l'anorexie mentale qu'il y aurait, une certaine forme, génétique qui, favoriserait l'addiction au jeûne, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils sont à jeun, qui se privent de manger, qui vont avoir un effet euphorisant, plus important que les autres et être plus addict à cet effet euphorisant et donc être plus susceptible d'être anorexique. Donc parfois le terrain génétique, le génome favorise, les addictions, hein. Il y a vraiment, ça qui a pu être montré. Après, il y a, l'enfance, le contexte, dans lequel l'enfant a grandi, au moment de la maturation de son cerveau et de ses apprentissages, dans son rapport à lui-même et aux autres, et ben, s'il y a eu des traumatismes, s'il y a eu des carences affectives, de la maltraitance, des abus sexuels, s'il y a eu, voilà, des choses, qui ont créé beaucoup d'insécurité et de souffrance, il peut y avoir, des atteintes, même au niveau cérébral, qu'on retrouve à l'âge adulte et qui vont, favoriser des conduites addictives. Alors ça peut être par rapport à des atteintes cérébrales, mais ça peut être aussi parce que l'addiction, la consommation, le premier contact avec le produit comme l'alcool ou comme, le joint et cetera, va donner un plaisir, suffisamment important, pour, créer un soulagement chez une personne qui est déjà dans un état de détresse et pas bien. Donc ça va avoir un impact, vous voyez, plus fort. L'effet plaisir du début de la consommation va parfois être plus fort quand il y a une souffrance sous-jacente et quand il y a eu du psychotrauma. Après, aussi, il y a l'environnement social, le contexte culturel, le contexte familial. Si on est dans une famille de gens qui boivent beaucoup, bah, il y a plus de chances qu'on boive beaucoup à l'apéro, au repas, au dîner. Le contexte culturel, de la par exemple, la boulimie peut être favorisée par, la tendance au régime. Si on est dans une famille où on se prive, on mange pas, bah, il y aura plus de chances de faire, des crises de boulimie, hein. On a montré que souvent les troubles du sont très souvent liés à des régimes, voilà. Les addictions au jeu, ça peut être culturel et familial, voilà, il y a et puis, après il y a le terrain psychologique qui va favoriser le fait d'être addict ou pas. Si on est dans une période où on est très stressé, très déprimé, s'il y a des comorbidités et qu'on prend certaines substances, elles vont avoir un impact plus fort et puis, on aura il y aura, plus rapidement l'envie de consommer et aussi parce qu'elles vont nous servir de médicaments, nos addictions. Donc voilà, il y a plein de facteurs, chacun est différent, parfois c'est vraiment la rencontre d'un individu avec, un environnement, et un produit qui va faire, bah, que ça va, matcher et des fois de façon intense ou pas, hein. C'est pas il y a des gens qui vont par exemple fumer une cigarette et essayer et puis ils seront jamais des fumeurs, pareil pour l'alcool et puis d'autres, voilà, ils ont un terrain, qui va favoriser ça. Alors justement par rapport à cet exemple, parce que l'exemple de la cigarette ou même de l'alcool chez les jeunes, c'est vrai qu'il y a finalement, il y en a beaucoup qui essayent pour essayer, pour être comme les autres, donc c'est pas forcément lié à la base par rapport à une situation personnelle, de conflit ou donc est-ce que l'addiction finalement, ça peut être aussi tout simplement une habitude? Parce que tout à l'heure tu disais que c'était lié à une envie en fait très forte. Est-ce que là, est-ce que ça peut également, est-ce qu'on peut dire qu'on devient addict, par exemple à la cigarette, juste par habitude? Alors, il faut bien différencier les termes. Par exemple, j'ai parlé du craving et craving et addiction, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le craving, c'est l'envie impérieuse, mais on peut avoir, du craving sans avoir une addiction parce que, la définition de l'addiction, c'est quand il y a une consommation, répétée malgré des conséquences négatives. Donc on peut avoir très envie, de regarder, une série télé ou très envie de manger du chocolat et manger toute la tablette, mais si ça n'a pas de conséquences néfastes ou négatives dans notre vie, on va pas parler d'addiction. Donc le craving lui-même,
c'est un phénomène, mais il est très quand on est addict, on a en tout cas beaucoup tendance à être soumis à ce craving, à ces envies impérieuses. Mais l'envie impérieuse, voilà, on peut avoir très envie, à un moment donné de boire voilà, de l'alcool et puis c'est une fois de temps en temps et puis, c'est pas problématique. Après il y a l'addiction. Après, donc tu parles de la routine et des habitudes, des rituels, de faire quelque chose machinalement, alors on va faire comme les autres et puis ça va s'instaurer progressivement. Probablement, peut-être, surtout par rapport au pouvoir de la substance. Par exemple, la cigarette a un fort pouvoir addictif. La nicotine est extrêmement puissante au niveau du cerveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fumeurs. C'est-à-dire que on peut fumer effectivement comme ça, pour le geste, pour faire comme les copains et puis l'addiction peut s'instaurer progressivement. Effectivement, les produits, les substances, sont quand même dangereuses. Et quand je parle de substances, mais je vais parler aussi des addictions sans substance, le téléphone portable, les jeux sur le téléphone, les séries, tout est fait pour nous rendre addicts. Donc il y a quand même, et dans l'alimentation industrielle, les industriels font exprès de mettre par exemple du gras et du sucre ensemble, qui va avoir un fort pouvoir palatable sur nous et nous rendre plus facilement effectivement addicts. Donc on peut tomber addict sans s'en rendre compte, c'est vrai, mais si on est bien, dans sa peau, si on a un bon environnement familial, si on se repose suffisamment, on dort bien, on mange bien, on n'est pas stressé, on a un rythme de vie qui est bien, qu'on n'a pas de terrain génétique favorable, en général, on va quand même avoir cette possibilité peut-être de, un petit peu contrôler sa consommation, ne pas aller à fond, mais bon, c'est pas toujours le cas, hein. C'est comme j'ai dit, c'est pas que les facteurs environnementaux et les facteurs psychologiques qui favorisent les addictions. Il y a parfois des choses un peu mystérieuses, donc ça peut arriver, mais dans tous les cas, oui, il y a des substances et c'est pour ça qu'il faut, voilà, moi je vais pas un terrain, addict, majeur. J'ai peut-être des petites, comme beaucoup de gens, des plaisirs, des choses que j'aime bien, mais je n'essaierai pas, par exemple, à, consommer de l'héroïne, voilà, parce que, je sais qu'il y a voilà, il y a des substances qui ont quand même un fort pouvoir, sur notre cerveau et qui peuvent nous transformer. Et là, faut savoir qu'il y a des drogues qui vont, chanter notre, cortex préfrontal, qui vont avoir un effet désinhibant et qui fait qu'on peut plus réfléchir comme d'habitude et donc perdre un peu le contrôle. Donc vaut mieux éviter, en tout cas, de tester des drogues, voilà, si on va bien, quoi. Voilà. Alors tout à l'heure, tu disais qu'il y avait souvent une prédisposition qui était certainement liée à, enfin, soit à la génétique, soit à l'environnement. Est-ce que, par exemple, un enfant qui prendra son doudou très très longtemps, donc ça serait plus lié à la notion d'émotion peut-être, est-ce qu'il serait plus à risque ou pas? Alors, je me suis un peu intéressée à cette question-là, justement, par rapport au fait que j'ai, un enfant et par rapport à Tétine. J'ai regardé un petit peu ce qui existait, comme chose sur le lien entre addiction et les doudous, sucer le pouce ou la tétine. Il y aurait pas forcément de rapport parce que l'enfant, il a besoin de substituts pour faire face aux angoisses liées à ses apprentissages, à son évolution et donc encore une fois, c'est toujours, très subtil la frontière entre les ce qu'on nos stratégies pour faire face à nos émotions et ce qui devient, pathologique. C'est pour ça d'ailleurs que les addictions, ça nous fascine parce qu'on se demande tous: «Mais est-ce que je suis addict?» Voilà, je suis sur mon téléphone, est-ce que je suis addict au téléphone portable? Enfin, c'est pour ça que les critères, ils sont importants, c'est de savoir c'est quand c'est délétère. Mais en tout cas pour l'enfant, pour revenir à la question, il y aurait pas forcément de lien entre, voilà, les stratégies que l'enfant a pour faire face à ses émotions difficiles et après le fait qu'il soit addict. Le bébé, voilà, il est addict, il est impulsif, il est intolérant à la frustration, il a toutes ces justement, il ne sait pas gérer ses émotions. C'est, et c'est justement, il faut pas l'empêcher d'avoir ces choses-là, mais en tant que parent, en tant que, éducateur, tout le travail va être de justement l'autonomiser face à ses émotions, au fur et à mesure de sa maturation, qu'il puisse gérer, l'angoisse, la peur, la frustration, sans avoir un substitut, au fur et à mesure de son âge. Mais faut pas aller trop tôt et il y a des âges où c'est tout à fait normal et faut pas s'inquiéter. Alors justement, par rapport au passage d'une addiction, à l'autre,
on a tous plus ou moins dans notre entourage des personnes qui étaient fumeurs et qui ont décidé, par exemple, d'arrêter de fumer. Et par exemple, le médecin donc l'accompagne dans cette volonté d'arrêter de fumer et peut, par exemple, lui proposer par exemple, de faire du sport, de s'intéresser à autre chose, d'avoir d'autres centres d'intérêt. Mais finalement, qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que la personne est devenue addicte au sport, c'est-à-dire qu'elle va en faire, mais elle va en faire entre guillemets trop Mmh. par rapport à ce que pourrait supporter son corps, par exemple. Oui, oui, c'est-à-dire que quand il y a addiction, il y a une altération du système de la récompense au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on a un cerveau un peu, excitable, un peu, voilà, très, réactif à tout ce qui est plaisir, récompense et un petit peu, voilà, il est à l'affût, beaucoup plus de, ce qui va le soulager et il peut y avoir, comme ça donc du manque quand on n'a plus la substance et donc de chercher d'autres choses qui vont stimuler le même système en fait. C'est en ça que l'addiction est une discipline pour moi que je trouve intéressante et qui permet de comprendre que il y a des mécanismes communs à la plupart des addictions. C'est d'ailleurs pour ça que je propose dans la pleine conscience et des outils qui finalement s'adressent à plusieurs types d'addictions parce qu'il y a des mécanismes communs et ça s'explique aussi au niveau de ce système de récompense, donc une petite zone du cerveau qui tourne un peu en boucle et qui est altérée. Donc du coup, effectivement, on va se stimuler avec, voilà, certains vont prendre de la cocaïne, mais ils vont aussi prendre de l'alcool ou des sports extrêmes. Et effectivement, on peut avoir des fois, on arrête une addiction, mais on continue parce que on est encore, voilà, à la recherche de sensations fortes aussi, hein. Il y a aussi des personnalités, mais il y a aussi des altérations biologiques, donc ça peut s'expliquer, ouais. Donc finalement, le rôle des émotions dans les addictions, elle est très importante. Quel est son rôle réel et quel rôle elle joue? C'est un peu, c'est un peu complexe dans le sens où les émotions elles-mêmes, c'est quelque chose de complexe. Dans le mot émotion, en fait, si on regarde ce que sont les émotions, c'est un processus qui fait intervenir, beaucoup de choses. L'émotion, c'est les sensations qu'on ressent dans le corps. L'émotion, c'est, les pensées qu'on a. L'émotion, c'est le comportement qu'on a. Quand on dit, par exemple, «Je suis en colère», la colère, ça peut être les pensées que j'ai, hein, c'est-à-dire, ras-le-bol, j'en ai marre, tout le monde est contre moi, ou tout le monde tous les gens sont des abrutis. Mais ça peut être aussi la colère, ça peut être aussi, je dis: «Je suis en colère» parce que je sens que ça bout à l'intérieur de moi, j'ai les mâchoires crispées et je peux dire: «Je suis en colère parce que, j'ai envie de tout casser» ou je balance une assiette. Donc ça, c'est mon comportement et donc les émotions, c'est tout ça et ça fait intervenir, des, zones de notre, cerveau, les émotions, différentes zones qui se mettent ensemble, en lien et dans les addictions, à la fois, les émotions, vont générer, heu, des comportements parfois pour essayer de les soulager. Donc là, le produit ou la substance va avoir un effet direct biologique de relaxation, d'anxiolyse, hein, on voit bien, par exemple, certains fument un joint pour se détendre. Ils ressentent de la tension, de l'angoisse. Donc en ça, le produit va avoir ce rôle de calmer les émotions qu'on n'aime pas. Après, les addictions elles-mêmes, les consommations vont générer elles-mêmes des émotions, la honte, la culpabilité, mais parfois la nervosité, de l'irritabilité. Certaines drogues peuvent rendre plus colériques justement. Et puis il y a les symptômes de sevrage, de manque, qui vont générer des émotions aussi particulières et donc parfois, par exemple, c'est très, ça peut être typique avec les benzodiazépines. Les gens disent donc ils deviennent dépendants de ces cachets qui sont là pour soulager l'angoisse. Ils disent: «Dès que j'ai pas pris mon cachet, je suis super mal». On dirait presque qu'ils sont plus mal, que des gens qui prennent pas des anxiolytiques et donc il y a un cercle vicieux qui s'instaure, c'est-à-dire qu'on va prendre de plus en plus de produits pour être de moins en moins mal. Au début, c'était parce qu'on se sentait bien et après ça va être pour être de moins en moins mal. Donc il y a, évidemment, un rapport aux émotions qui est élevé et puis la drogue elle-même va modifier le cerveau et va modifier les zones des émotions avec plus d'émotions négatives, une moins bonne régulation des émotions. Hein, on le voit, par exemple, les gens qui boivent de l'alcool peuvent être plus irritables, plus, anxieux, plus déprimés que d'autres, qui ne boivent pas, même en dehors de la consommation d'alcool. Donc ça va être central et
Parce que justement, le réapprentissage de pouvoir tolérer les émotions, même les plus difficiles, va faire qu'on aura moins recours aux produits et puis en plus, ça peut avoir un impact pour remodifier ces zones des émotions au niveau du cerveau. Il y a à force d'entraînement, on peut toucher, ce qu'on appelle la zone de régulation des émotions, les zones et voilà donc voilà, les émotions sont évidemment au cœur du problème et d'ailleurs les émotions de plaisir aussi, hein, sont au cœur de la problématique des drogues. Donc rechercher le plaisir, l'euphorie, le bien-être total, c'est aussi ça qui conduit au départ à reprendre des produits. Donc on va aussi apprendre à moins s'attacher au bien-être, au plaisir, hein. Paradoxalement, pour aller bien, il faut être un peu moins addict au plaisir. Si on est addict, c'est parce qu'on est addict au plaisir. Voilà. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se développe justement pour, développer ce fameux bien-être qui n'a Mmh. donc finalement n'est pas forcément ce qu'il y a de plus, positif. Bah, Alors ça peut être tu contre-productif, on verra oui, ça ensemble. peut être contre-productif, ouais. Alors tu nous as parlé tout à l'heure d'être addict, à certaines substances, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus des addictions au téléphone, aux jeux, en particulier pour les enfants, mais enfin les adultes aussi. Heu, est est-ce que c'est le même principe? Est-ce que c'est lié toujours justement à cette recherche de plaisir? Ou est-ce qu'au départ, c'est simplement d'être concentré sur un jeu et puis le jeu fait qu'on a envie d'aller plus loin et après on lâche plus? Donc Ouais, ça c'est une alors, certaine ce que je vous addiction. dis, moi je me positionne pas entre, enfin, comme si, moi j'avais la science et je vous explique et j'ai la vérité, hein, faut savoir que ce sont des champs et des terrains qui sont toujours en cours d'évaluation, d'exploration, hein. On peut pas asséner, comme ça une vérité absolue, notamment sur ces phénomènes d'addiction, aux jeux, aux écrans. Faut savoir que les choses notre société évolue très vite, et donc en fait on est, surstimulés et les concepteurs de tous les jeux et tout ça, ne s'intéressent qu'à notre système de récompense. Donc, on sait très bien que la motivation, on le voit chez les rats. Les rats, quand on stimule leur système de récompense avec des petites électrodes, ils vont, ne rechercher que ça, être stimulés, 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 et ils vont arrêter de manger, ils vont se laisser, mourir. S'ils ont une petite manette, ils font qu'appuyer sur la manette, ils veulent du plaisir, du plaisir, du plaisir, et ils vont oublier tout le reste. Donc, dès que quelque chose vient activer notre système de récompense et libérer de la dopamine, voilà, dans notre cerveau, eh ben, on a envie encore d'y retourner. Donc, on est finalement dans un monde où il va falloir être vigilant à tous ceux qui viennent, rentrer dans notre cerveau, stimuler notre dopamine, hein. Et donc, ça peut être des pièges, de partout, hein, sur Facebook, sur internet, sur la télé, les séries télé, dans la nourriture, tout voilà, nos ennemis sont en fait les stimulateurs de plaisir. Donc, hem, évidemment, les petits sont, de plus en plus confrontés aux écrans. Les écrans, c'est très addictif parce que ça bouge, c'est animé, et ça Mmh. stimule notre cerveau. On a envie d'être stimulé, hein, on aime bien être stimulé. Donc effectivement, il y a une vigilance à avoir à tout ce qui est stimulant en fait, aujourd'hui, et on va privilégier en tout cas ce qui va nous protéger, ça va être des choses qui sont plus en lien avec un plaisir durable. Mais bon, ça c'est pas la question de savoir comment on sort des addictions, je sais pas si c'était ta question, mais en tout cas, je pense qu'on ça va être une épidémie mondiale, d'addiction de plus en plus importante parce qu'il y a, vraiment une intelligence, voilà, des concepteurs pour, nous rendre addicts. Alors justement, tout à l'heure, tu nous disais que la pleine conscience, donc la méditation, ça permettait aussi justement de prendre du recul et d'être plus, actif dans ses dans ce qu'on veut faire, donc justement avoir du recul et se laisser moins avoir entre guillemets par tout ce qui est, plaisir. Mais donc c'est un des moyens finalement pour, prendre un peu de distance par rapport à toutes ces, stimulations. Mais est-ce qu'on peut, enfin, est-ce que, méditer c'est pas si facile que ça? On parle beaucoup de la méditation, mais par exemple, une personne qui a besoin de cannabis, est-ce qu'elle pourrait là, à l'instant T, faire de la méditation? Oui, alors, je ne pense pas, non, enfin, elle pourrait, hein, c'est tout ce que je dis, c'est jamais absolu, mais par mon expérience, clinique, par, le recul que je peux avoir, je pense pas que, on puisse enfin, la méditation d'emblée, c'est aride, c'est austère, on s'ennuie et on a l'impression que ça sert à rien. Donc
ça ne stimule pas le système de récompense. Donc c'est beaucoup moins intéressant que les produits qui ont un effet direct, immédiat, génial, super, relaxant, et cetera. Tout le challenge, ça va être de faire en sorte que ça devienne, quand je dis la méditation, mais c'est aussi la pleine conscience, c'est-à-dire un état d'être, une façon de vivre qui va être aussi intéressante pour notre cerveau que les addictions. C'est quand même l'objectif, mais il y a une phase où ça va pas l'être. Mais c'est là où il est nécessaire d'adapter, la pleine conscience et la méditation, pour les addictions. Justement, pour quand on a cette tendance-là, il faut y aller très progressivement, d'une certaine manière, de façon même un peu ludique. Il faut surtout jamais, avoir comme objectif d'arrêter de consommer et puis de faire que méditer. Mais ça va être plutôt d'instiller progressivement une autre façon d'être, sans rien changer de ses habitudes et de ses consommations. Et on peut goûter à certains moments, avec la méditation, certains plaisirs, certaines choses qui sont très proches de ce qu'on peut avoir comme effet avec les drogues. Beaucoup de méditants qui étaient d'anciens toxicomanes me disent. Hein, ils ont même des fois, là je connaissais quelqu'un qui était un ancien toxicomane aux drogues dures, hein, et qui est devenu professeur de yoga et qui dit qu'il a des états parfois avec ses pratiques de yoga, de respiration et de méditation qui sont vraiment proches des drogues qu'il prenait. Mais c'est des années de pratique et au début, c'était pas le cas du tout. Donc mais c'est possible, en allant tout doucement et surtout en ne cherchant pas à modifier ses habitudes, et on peut, parfois ressentir, beaucoup de bien-être, mais c'est pas tout de suite et c'est pas une stimulation, c'est pas un shoot, quoi. Mmh. Alors justement, quand peut-on méditer quand on a plein de problèmes dans sa vie et est-ce que donc là, tu disais justement qu'il fallait l'instaurer petit à petit, mais finalement, là, c'est dans le cadre où on est accompagné parce que finalement, il y a des personnes qui se rendent pas forcément compte qu'ils sont addicts à quelque chose. Oui, oui, bien sûr, il y a souvent du déni, par exemple, des fois des familles qui reprochent à une personne d'être dépendant de l'alcool et d'être agressif et la personne dit: «Mais c'est pas vrai, je bois pas», elle se rend pas compte et pour elle, elle dit: «Mais non, mais je prends l'apéro, mais comme tout le monde». Enfin voilà, il y a, beaucoup de gens ont du déni, et puis, beaucoup de gens aussi ont beaucoup de problèmes, dans leur vie déjà, indépendamment de leur addiction et l'addiction, c'est parfois un soutien. Peut-être qu'ils iraient encore plus mal sans ça, sans leur consommation, sans leur somnifères, sans leur, crise de boulimie et cetera. Mais donc il y a des gens pour qui vont se dire: «Mais je vais pas rester, 20 minutes à rien faire, assis, j'ai tellement de choses à régler» et je pense qu'effectivement, on peut pas, imposer ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut des toutes petites choses et la pleine conscience, c'est pas forcément rester assis sans rien faire pendant, 20 à 30 minutes. Ça peut être quelques minutes par jour de faire des petites pauses et de changer son regard sur le moment, sur la vie et ces petites choses-là, elles peuvent déjà, tranquillement instiller, voilà, un petit peu moins d'impulsivité et donc il y a un point dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais un des effets de la pleine conscience, c'est de permettre une diffusion de ses pensées et de pouvoir, être plus conscient de ses valeurs et de s'engager dans des actions qui sont en rapport avec la vie qu'on veut mener. Alors très souvent, quand on est pris dans le cercle vicieux de ses problèmes et de ses addictions en plus, on n'a plus, les idées claires et on va avoir une vie qui correspond pas du tout à nos valeurs. Donc déjà, le fait de se poser et de s'interroger sur ses valeurs, qu'est-ce qui compte pour moi? Quelle vie je voudrais mener? Et de voir qu'à force d'instiller des petites pauses, je vais avoir un tout petit peu plus de recul parfois, je vais pouvoir un tout petit peu plus décider, voilà, je vais peut-être réduire, quelques cigarettes par jour, ça va me coûter un peu moins cher. Je vais pouvoir prendre des décisions qui vont aller dans le bon sens pour moi, sans forcément être quelque chose de radical et ça soulage de dire: «Voilà, je suis plus dans la pente descendante, je suis plus en train de tout perdre et de m'enfoncer, mais je peux faire des tout petits pas». Donc c'est vraiment la politique des tout petits pas, parce que la pleine conscience, c'est vraiment la bienveillance, hein, beaucoup, le non-jugement et la douceur, la bienveillance, on n'impose rien, on y va et ça peut faire des grands changements, en fait. Pour les personnes, par exemple, qui disent, «Moi, j'arrive pas à méditer» ou bon, là, en l'occurrence, c'est une méditation particulière puisqu'on parle de pleine conscience. Finalement, ce que tu proposerais, ce serait la technique du pas à pas dont tu viens de parler. Est-ce que finalement tout le monde peut y arriver?
à cette pleine conscience? Moi, je peux répondre qu'à partir de mon expérience, hein. Après, il n'y a pas d'études planétaires pour montrer si tout le monde peut méditer, donc je ne peux pas avoir une réponse définitive. Mais par mon expérience depuis 15 ans que j'enseigne, il y a des gens qui sont vraiment allergiques à ça. Mais du coup, qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas se poser. Il y a plusieurs explications. Ça peut être culturel, c'est des personnes qui sont très rationnelles, très cartésiennes, scientifiques, qui se disent: «Mais c'est quoi? C'est n'importe quoi, c'est» alors ça, c'est de moins en moins parce qu'on communique de plus en plus aujourd'hui sur les aspects scientifiques de la méditation. Donc il y a 15 ans, vraiment, il y avait beaucoup de résistance, mais il y a moins. Après, c'est des gens qui ne peuvent pas se poser parce que dans leur famille, on ne pouvait pas ne rien faire, c'était mal vu et voilà. Donc méditer, ça veut dire être un loser, un feignant, donc ça réveille comme ça des émotions difficiles. Après, il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur histoire et notamment dans l'enfance et notamment parfois des psychotraumas et qui, quand ils s'assoient en méditation, bah, il y a les émotions qui remontent et des émotions tellement insupportables que c'est impossible de les vivre, donc on peut pas s'asseoir en méditation. On se met à ressentir de l'ennui, du dégoût, des angoisses massives, donc c'est même contre-indiqué pour des personnes comme ça fragiles de méditer. Donc c'est pour ça que la pleine conscience, c'est pas que la méditation, mais ça va être des mouvements, ça va être du yoga, ça va être aussi, de façon de voir, entendre, sentir, les 5 sens et ça, tout le monde peut le faire. Parce qu'en fait, on est toujours, finalement dans la pleine conscience. C'est juste qu'on porte pas attention à cette dimension de notre expérience et on laisse, les impulsions, les compulsions et les pensées prendre le dessus. Donc tout le monde peut être dans la pleine conscience puisqu'en fait, on l'est tous déjà, hein. C'est-à-dire que là, tout le monde, tous ceux qui m'entendent, bah, ils entendent, ils voient, ils goûtent, ils sentent, qui touchent quelque chose. Simplement, leur attention, elle est pas sur ça. L'attention, elle est dans: «Ah bah, à quoi ça va me servir? Mais je vais jamais m'en sortir» ou «Je suis pas capable». Enfin, voilà, les pensées prennent le dessus. Donc pratiquer la pleine conscience, c'est presque absurde d'ailleurs, hein. On le fait, mais simplement, on va diriger notre attention sur cette partie de notre expérience et c'est hyper simple, en fait. Simplement comme j'ai dit, les compulsions, les impulsions, le craving et les tendances mentales, sont très, très fortes. Donc, il faut trouver et c'est quand même de plus en plus, on a des outils sur, comment diminuer ces impulsions, cette compulsion, comment être, et ça, il y a quand même, si on veut, moi je pense que tout le monde peut, avoir accès à des petites pratiques, des petits exercices dans son quotidien. Même s'ils sont minimes, mais voilà, je crois par mon expérience qu'on peut, parce que même des gens très résistants qui ont fait des protocoles, des groupes, ont pu, garder certains exercices courts et avoir déjà une petite diminution de leur impulsivité. Donc, voilà, je pense qu'on peut tous faire un tout petit peu parce que, ça fait partie de nous. Alors est-ce que tu aurais, par exemple, que 1 ou 2 cas de Je personnes t'ai pas justement est-ce que tu aurais, 1 ou 2 histoires en fait de personnes justement qui étaient très addictes, qui étaient pas très réceptifs justement à cette pleine conscience et qui finalement petit à petit, ont trouvé ça même, salvateur en fait, hein? mmh Oui, 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 j'ai pas mal d'histoires ou de cas. J'ai, un patient, par exemple, qui avait une problématique, d'alcool, mais d'alcoolisation compulsive. C'est-à-dire qu'il boit des grandes quantités, d'un coup, hein. Il boit pas tous les jours, mais quand il commence à boire, il peut plus s'arrêter et bien, on a commencé à travailler sur les émotions, les pensées, les sensations, mais sans chercher à modifier, son comportement et petit à petit, il a commencé à s'intéresser à son monde intérieur, en fait, hein, parce que moi, quand il était venu me voir, ce qui le préoccupait, c'était quand il buvait comme ça, bah, il oubliait, ce qui se passait, puis il faisait n'importe quoi, il se mettait en danger, il cassait des choses, enfin, il était, et parfois avec des gens, de son entourage, et donc ça le gênait et du point de vue de sa vie quotidienne, donc c'était embêtant, mais il est venu en disant: «Voilà, je voulais juste arrêter ces comportements», mais il n'avait pas du tout d'accès à, son monde intérieur, c'est-à-dire à ses ressentis, à ses émotions, à son niveau de stress et c'est quelqu'un qui était très stressé, en fait, qui avait une surcharge, de travail et qui, en plus était,
dans une relation, extra-conjugale. Il savait pas qui choisir entre, sa femme et sa compagne, actuelle et puis il travaillait énormément. C'était quelqu'un de très perfectionniste et dans son travail et qui dormait, pas beaucoup et voilà. Donc on n'a pas abordé l'alcool et la consommation d'emblée. On a beaucoup travaillé en amont sur tout voilà, son niveau de stress, ses émotions, ses ressentis, à être plus à l'écoute, être plus présent à lui-même et naturellement, il a fait des choix professionnels différents, il a ralenti son rythme. Il s'est mieux occupé de lui, il a écouté ses ressentis, il a, pris des décisions par rapport à sa situation familiale et puis, à la fin, enfin, autant à la fin de son suivi, on a commencé à aborder la question de l'alcool et comme il se sentait mieux, on a trouvé ensemble des petites actions à mener, notamment de se fixer un nombre limite de verres, par exemple 3 verres quand il commence à boire en soirée et pas plus et il a pu le faire et il n'a pas dérapé et puis voilà, maintenant il contrôle sa consommation et voilà. Donc ça s'est fait, comme ça. C'est un exemple, de situations où voilà. Après, j'ai d'autres, situations des personnes, qui ont des consommations de cannabis ou voilà, alors quand il y a vraiment une consommation régulière quotidienne, c'est difficile de travailler, mais quand c'est ponctuel, occasionnel, on peut, commencer à instiller une forme de discipline et une forme de pratique de méditation et puis j'ai beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires qui par l'écoute de leurs émotions, de leurs ressentis et de leur corps surtout, ont pu par exemple ressentir plus rapidement la satiété, et faire des crises de boulimie moins importantes en volume, avoir une meilleure estime d'elles-mêmes et on voit petit à petit, diminuer le nombre de crises. Hein, j'ai quelques patientes comme ça, voilà donc c'est plutôt doux et ça se fait tout seul et c'est, progressif et le comportement lui-même et le nombre, et la consommation, on l'aborde en deuxième partie après avoir commencé à faire entrer, ces pratiques, de méditation et d'écoute, avant. Est-ce que finalement tu proposes, à quel moment tu proposes, justement cette utilisation de la pleine conscience? C'est vraiment en fonction de la personne? C'est vraiment en fonction de la situation? Oui, bah, c'est pas je comme je dis, c'est pas une panacée, hein, c'est pas je suis pas focalisée, obsédée par la pleine conscience, mais en fait, c'est plutôt les thérapies cognitives et comportementales qui sont une des branches, enfin, une des outils, dans lesquels la pleine conscience rentre et qui sont intéressantes. C'est-à-dire que, quand même, quand on prend en charge une personne, qui vient nous confier, ses difficultés, c'est évidemment important de comprendre le problème et la particularité des thérapies cognitives et comportementales, c'est toute cette phase de décortiquage, de décryptage, des symptômes qui est vraiment, intéressante et très importante dans la prise en charge et qui, en fait, est déjà en soi thérapeutique. Par exemple, on va demander à une personne qui vient consulter pour addiction, on va interroger sa motivation au changement. Et c'est déjà très intéressant. Est-ce que vous voulez vraiment arrêter, oui ou non? Est-ce que vous voulez arrêter définitivement toute consommation ou un petit peu? Quels sont les avantages de la consommation? Quels sont les inconvénients, de cette consommation? Alors quand on dit à quelqu'un, par exemple, qui vient et qui dit: «Je voudrais arrêter de fumer» et qu'on lui demande quels sont les avantages à fumer, souvent elle est un peu déroutée. Mais rien que ça va la faire réfléchir et avoir un autre rapport à la cigarette. Parce que quand on fume en se disant: «En fait, je fume parce que, ça me permet de faire une pause, parce que je m'autorise jamais à faire une pause», on a déjà pris conscience de quelque chose. Donc en fait, dans la pleine conscience, moi j'intègre la conscience globale de soi, de son environnement, de ses habitudes, de ses comportements. Et en fait, ma façon de travailler, c'est comme si on prenait un microscope et qu'on va zoomer dans tous les détails de sa vie. C'est ça la pleine conscience, être de plus en plus lucide, sur la réalité, de soi, de ses comportements. Cette lucidité, en fait, elle est thérapeutique, elle guérit. Plus je suis conscient, de ce qui se passe, plus j'ai accès à mes mécanismes inconscients et plus j'ai la possibilité de modifier et changer les choses. Souvent, on est en pilotage automatique, on n'est pas conscient, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Bah, le fait qu'on commence à voir tous les voilà, les mécanismes derrière nos rituels et nos automatismes va faire que, bah, c'est comme un millefeuille, il y a plein de couches et on va commencer à voir petit à petit les couches et on va, décortiquer, bah, notre état avant d'aller fumer la cigarette. On va être conscient de plein, plein, plein d'étapes comme dans un film, vous voyez, qu'on verrait toutes les images, hein. D'habitude, on voit la séquence rapide et puis la pleine conscience, c'est une séquence découpée. Donc je vais pouvoir commencer à prendre ce recul
parce que je ralentis le temps, en fait, quelque part, hein. Donc ça change notre rapport au temps et ça change notre rapport à justement à l'impulsivité. Donc je peux à ce moment-là, voilà, stopper le film, faire pause, dire: «Bon, j'ai envie de fumer là, mais ça correspond pas à mes valeurs, ça me coûte cher, je vais peut-être, attendre un peu, je fumerai plus tard, je vais peut-être diminuer un petit peu». Vous voyez, on peut commencer à choisir. Merci beaucoup, Yasmine, pour cette, conférence où je pense qu'on a très, très bien compris justement entre le lien entre les addictions, les émotions, le plaisir justement, là, cette recherche de plaisir et ce que, peut apporter la pleine conscience. Alors, tu as fait avec, Bibouda, en collaboration avec Bibouda, donc une formation qui permet justement de découvrir finalement cette pleine conscience. Est-ce que tu peux nous en parler, un petit peu? Oui, alors, heu, je remercie, Bibouda qui m'a permis de, proposer un programme en fait d'accompagnement qui dure, 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois, d'accompagnement qui permet au quotidien de commencer à instiller, cette façon d'être, cette façon de faire, cette façon de vivre, mais de façon, très douce, hein, en fonction de ce que je vous ai dit. L'idée, c'est de proposer, des exercices qui, sont en accord avec ce qui est, hem, qui a montré de l'intérêt au niveau scientifique aujourd'hui. Donc des exercices attentionnels, des exercices, de thérapie cognitive, des exercices de méditation qui vont être progressifs et puis des questions aussi. Je pose des questions pour permettre, à chacun de commencer de se connaître vraiment et puis il y a une évaluation au début du programme et à la fin du programme sur, les tendances addictives, l'impulsivité et la tendance à être pleinement conscient et dans le moment présent ou pas et en fait, voilà, c'est un programme d'accompagnement qui est vraiment accessible, je pense à beaucoup de gens. Alors évidemment pas quand on est très, très, très mal et dans une addiction, on serait, défoncé, shooté toute la journée. Là, ce serait impossible. Donc ça s'adresse plutôt à des gens qui ont des addictions de type, légère à modérée, mais très sévère. Ça risque d'être compliqué de faire les exercices, mais on peut essayer, on peut le faire en plus que 8 semaines, hein. Je dis les gens, ils peuvent, étaler ce qui est fait, d'une semaine à l'autre, hein. Il y a des exercices que vous avez à faire pour d'une semaine pour la semaine d'après sur un carnet et cetera. Vous pouvez le faire en 2 semaines au lieu d'une et puis petit à petit, faire le programme à votre rythme. Mais, c'est un cheminement pour aller de plus en plus, vers, l'intégration de la méditation dans sa vie quotidienne et puis petit à petit, vers un autre rapport avec la conduite addictive. Par exemple, voilà, boire, l'alcool, si on boit de l'alcool, mais d'une certaine manière, en pleine conscience. Donc à aucun moment il n'est, dans ce programme, il n'est question de vraiment arrêter sa consommation, mais juste de porter un regard, voilà, plus conscient, tout en ayant aussi la caméra tournée à l'intérieur de soi, dans sa propre expérience et vers ses émotions, ses pensées. Je vais vous aider à y voir plus clair et puis avec des exercices à faire, tous les jours de méditation qui ont, eux, un effet, direct sur, voilà, sur l'attention, le cerveau et qui peuvent aussi, doucement modifier votre, tendance à rechercher le plaisir au niveau du système de récompense. Donc ça demande une discipline. Bon, ça marche mieux si on fait tous les exercices, mais on fait à son rythme, voilà. Oui, puis il y a beaucoup de bienveillance envers soi, en fait, hein. C'est vraiment c'est petit à petit, ça se fait, Oui et on une confond découverte de soi. bienveillance voilà. Souvent, on croit que la bienveillance, c'est du laxisme et en fait, pas du tout et quand tu disais, tout à l'heure que je dis que le mal-être se soigne avec le corps et pas avec la tête, très souvent, quand on a un problème, on veut réfléchir au problème, hein. On se dit: «Voilà, j'en ai marre de fumer, j'en ai marre de faire des crises de boulimie» et puis on rumine et on ressasse, on déprime, on s'en veut, on se sent coupable, on se dévalorise et en fait, en faisant ça, on s'enfonce encore plus puisqu'on a encore plus d'émotions négatives, encore plus d'anxiété, de dépression et puis on fragilise son système du stress, de récompense et puis, c'est un cercle vicieux. Heu, donc ça, c'est le mental. Mais en fait, par, les nouvelles approches, de traitement des émotions, de la dépression, hein, faut dire que tout ce que je propose, c'est quand même aussi, issu de protocoles qui sont aussi là pour guérir les rechutes dépressives, entre autres, ou les troubles anxieux. Hem, Ces approches sont basées sur le corps, c'est-à-dire que notre présence, à notre souffle, à nos sensations, à notre corps, vont modifier
nos comportements et notre dépression et notre anxiété et nos émotions et nos addictions. Et ça, c'est culturellement difficile à accepter parce que s'occuper de soi, ressentir ses sensations, accepter d'être triste, accepter d'avoir de la fragilité, eh ben, on n'a pas l'habitude. Donc la pleine conscience, c'est une démarche très douce et très bienveillante envers, ses propres vulnérabilités. Vous verrez, il y a des exercices dans le programme, d'autocompassion, hein, où on va vraiment, développer cette, gentillesse envers, ses propres fragilités, vulnérabilités. Et ben, en fait, c'est pas être passif, c'est le contraire. C'est-à-dire que plus on est dans cette acceptation de ses fragilités, et ben, en fait, plus on va être fort et plus on va guérir et moins on va être fragile. C'est tout le paradoxe de la méditation. On croit qu'en faisant rien, et en acceptant les choses, ben, il se passe rien. Souvent les gens disent: «Mais accepter, c'est se résigner», et en fait, pas du tout. Plus on accepte et plus les choses se transforment. C'est pareil avec les gens, quand on aime vraiment, ses enfants, son entourage, on les accepte comme ils sont et en fait, bah, il y a des vrais liens qui se créent et il y a des choses formidables qu'on va vivre et on va être beaucoup plus heureux que si on est dans le refus et le jugement. Bah, c'est pareil avec soi. Bah, merci, Yasmine. Donc, vous pourrez regarder, hein, le programme de Yasmine Liénard sur votre écran pour en avoir un peu plus de détails. Et ben, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci Yasmine encore. Et bah, je vais te laisser le mot de la fin. D'accord. Bah, écoute, je suis, ravie d'avoir fait déjà ce petit entretien avec toi, que j'ai trouvé très bien mené et qui m'a permis d'exprimer beaucoup de choses qui sont pas toujours, bah, voilà, faciles à exprimer. Enfin, il y a pas toujours, le contexte et puis c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et merci, de me permettre d'offrir ce programme. Voilà, j'ai l'habitude de faire des groupes en présentiel et là, de pouvoir, proposer quelque chose, surtout sur ce thème des addictions au quotidien, pour que les gens puissent être accompagnés pas à pas chaque jour. Voilà, je trouve ça, vraiment, chouette. De plus en plus, je sais qu'aux États-Unis, il y a des programmes comme ça qui sont faits, en ligne pour que les gens puissent être aidés. Alors évidemment, ça remplace pas la présence en direct, évidemment ça remplace pas l'humain, mais en tout cas, ça nous donne des clés et puis après, bah, c'est fait pour nous ouvrir au vrai rapport humain, et être justement bien ancré dans le réel, hein. Le but, c'est pas d'être dans du virtuel avec, ça donc j'espère que ça vous apportera une vie plus riche, plus heureuse et plus douce. Voilà. Merci. Merci.